Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve donc pour un nouveau webinaire proposé par B2SE Online, intitulé B2SE Indicateurs environnementaux, comment passer au vert. Nous allons donc discuter ensemble sur cette thématique pendant une trentaine de minutes, où je vous exposerai un peu les nouveautés suite au décret du 26 avril 2022. On va essayer de voir ensemble, décortiquer ce décret et les impacts pour la B2SE. Et puis, dans un deuxième temps, on se donnera un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, tout au long de ma présentation, à poser par le biais des chats vos questions. Et puis, en fin d'intervention, pendant 15 minutes, entre 11h30 et 11h45 à peu près, j'essaierai de répondre à un certain nombre de questions dans la mesure du possible. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, car même si je n'ai pas le temps d'y répondre, on aura peut-être la possibilité derrière, par le biais des éditions Tissot et BDS Online, de répondre par écrit à vos questions, dans le cas d'articles ou de développement qu'on ferait suite à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, je me présente rapidement, je suis Olivier Castel, je suis juriste en droit du travail. Je travaille notamment pour les éditions Tissot et, à la rédaction et la mise à jour d'un certain nombre de documentations juridiques. Je fais aussi de la formation et puis je travaille pour B2S Online pour apporter un soutien en expertise technique. Je travaille notamment sur des audits pour des clients et puis sur l'aide au développement juridique de l'outil B2S Online. On anime régulièrement des webinaires, donc pour ceux qui suivent régulièrement les webinaires, vous me connaissez déjà. Donc on va partir sur ce sujet de B2SE et indicateurs environnementaux. L'intervention se déroulera sous un format assez classique avec 4 parties. On va d'abord analyser chaque sous-rubrique qui ont été créées par ce décret du 26 avril, et puis on terminera par une partie dédiée à la thématique de la négociation sur le contenu environnemental nouveau de cette base de données économique, sociale et environnementale. Donc tout d'abord, le point de départ, rapidement, hein, on a un décret qui est désormais publié, qu'on attendait tous depuis un certain nombre de temps, suite à la loi climat du mois d'août 2021, où on nous disait que désormais la base de données économiques, sociales et environnementales devait comporter des données environnementales. Sur les conséquences environnementales des activités de l'entreprise, pour être précis, données qu'il fallait insérer dans la base de données économiques, sociales et environnementales, et données qu'il fallait mettre à jour à l'occasion des consultations récurrentes obligatoires, politique sociale, situation économique et financière, orientation stratégique de l'entreprise, mais aussi à l'occasion des consultations ponctuelles prévues par le Code du travail. Donc, un champ large d'intervention, un champ large de cas sur lequel on aurait dû et on devait mettre à jour normalement des données environnementales sur notre base de données économique, sociale et environnementale. Le problème, c'est qu'on n'avait pas, au moment de la publication de la loi, de précision sur la nature des données environnementales exactes à intégrer dans cette base de données. Difficulté donc pour les entreprises. Alors certaines entreprises d'une certaine taille avaient déjà des données environnementales à intégrer dans la base, puisque c'était déjà prévu dans l'article R23-12-9 pour les entreprises de 300 salariés et plus, qui étaient soumis à la réalisation de ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière, on reviendra dessus. Par contre, pour les autres, nulle trace de données d'information environnementale à intégrer dans la B2S jusqu'alors, jusqu'à ce qu'elle devienne B2SE et qu'elle soit désormais complétée par notre décret du 26 avril qui, lui, rédige de façon assez large une nouvelle présentation des tableaux obligatoires des données à intégrer dans la B2SE, sauf accord d'entreprise. Donc, nos deux fameux articles R23-12-8 et R23-12-9 relatifs aux entreprises de moins de 300 et de 300 et plus, qui désormais comportent tout à la fin du tableau une case appelée environnement, donc une nouvelle rubrique, et puis 3 sous-rubriques qui comportent elles-mêmes des précisions sur les données à communiquer réelles aux élus du personnel dans le cadre de notre base de données économique, sociale et environnementale. Alors voilà pour présenter le sujet. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail. La première partie va correspondre donc à la première sous-rubrique qui a été créée par ce décret du 26 avril. Cette première sous-rubrique, intégrée dans la nouvelle grande rubrique environnement, elle est appelée assez simplement, assez largement, politique générale en matière d'environnement.
Donc, politique générale en matière d'environnement, cette rubrique a un contenu qui diffère selon la structure de l'entreprise, selon ses obligations juridiques en matière de droit des sociétés. La question qui est posée, c'est est-ce que l'entreprise est déjà soumise à l'obligation de réaliser une déclaration de performance extra-financière ou non? Selon les situations, le contenu donc de cette sous-rubrique sera différent. Si vous êtes concerné au niveau de votre entreprise par l'obligation de réalisation de cette déclaration de performance extra-financière ou si vous n'êtes pas soumis à cette obligation. Alors, le seuil et les règles, cette déclaration de performance extra-financière, dont la réalisation est prévue par le Code de commerce, nous dit qu'elle concerne les sociétés anonymes qui ont un bilan de 100 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et au moins 500 salariés. Alors ça, c'est la règle de base. Il y a une adaptation pour les entreprises qui sont cotées. Les entreprises cotées, on réduit un peu les seuils. Alors, on reste bien à 500 salariés. Par contre, on exige un bilan de 20 millions ou un chiffre d'affaires de 40 millions. Donc ça, voilà, je ne l'ai pas intégré dans la diapo puisque ça concerne peu d'entreprises, mais les entreprises cotées ont un seuil de réalisation de la déclaration de performance extra-financière un peu réduit par rapport aux entreprises non cotées. Donc, il va falloir vérifier, si vous souhaitez compléter cette sous-rubrique dédiée à la politique générale en matière d'environnement, votre situation par rapport à cette déclaration de performance extra-financière. Normalement, ça ne posera pas de problème puisque jusqu'à la publication du décret du 26 avril, vous deviez déjà vous interroger sur cette question de déclaration de performance extra-financière puisque l'article R23.12.9 du Code du travail prévoyait déjà d'insérer des choses liées à cette déclaration dans la base de données économiques, sociales et environnementales depuis le mois d'août. Alors, le contenu différent, on va voir les deux cas. Si jamais vous êtes bien dans le champ d'application de cette déclaration de performance extra-financière, vous allez devoir insérer dans la nouvelle sous-rubrique dédiée à la politique générale en matière d'environnement toutes les informations environnementales qui figurent dans cette déclaration de performance extra-financière. Donc là, on reprend en réalité ce qui était déjà mentionné dans la base de données économiques et sociales avant le décret du 26 avril, où on exigeait déjà que vous veniez insérer dans la base de données économique ces informations environnementales. Donc là, on reprend l'article R 225.105 du Code du commerce qui va nous lister un certain nombre d'informations. Et là, il suffit de déposer, c'est du copier-coller, hein, vous n'aurez rien à recréer pour compléter la base. Il faudra juste l'insérer comme ça dans votre nouvelle sous-rubrique en matière de politique générale environnementale. Donc, c'est juste du copier-coller, hein. Une fois que vous avez fait votre déclaration de performance extra-financière, vous récupérez les données environnementales et vous les déposez dans la base. Pour être précis, je vous remets les différentes informations qui figurent dans l'article du Code du commerce. Donc, vous avez l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, les cas échéances, démarches d'évaluation de certification en matière d'environnement. Vous allez voir, ça on va le retrouver. Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, le montant des provisions et garanties, les mesures de prévention pour les pollutions, les rejets dans l'air, les formes de pollution spécifiques à l'activité, la prévention en matière et les recyclages en matière de déchets, les actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, des données sur la consommation d'eau. Voilà. Vous avez toute une série de données avec les consommations d'énergie, les problématiques d'utilisation des sols, les notions de gaz à effet de serre, les notions de biodiversité. Donc, on a sur un champ très large. Bien entendu, tout dépend des activités de l'entreprise, hein. Il y a certaines données pour lesquelles vous ne serez pas forcément concerné et vous n'aurez pas à développer largement le sujet. Par contre, pour d'autres données, vous serez toutes concernés et puis vous serez contraintes, toutes les entreprises seront contraintes de développer ces informations dans leur déclaration de performance extra-financière. Donc là, aucune nouveauté en réalité, hein, puisque les obligations existent déjà pour les entreprises. On va juste reprendre les données et les déposer dans une nouvelle sous-rubrique dédiée à la politique générale en matière d'environnement. Pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de la déclaration de performance extra-financière, on nous dit qu'il va falloir compléter cette sous-rubrique dédiée à la politique générale en matière d'environnement par des informations sur l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation et de certification en matière d'environnement. Donc, c'est très large. C'est très large. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans
tout ce que vous pouvez en réalité, tout ce que vous pouvez sous réserve des informations qu'on va mettre dans les 2 autres sous-rubriques. On va essayer d'éviter, de se, compliquer la tâche en répercutant plusieurs fois les mêmes informations. Mais vous allez pouvoir, traiter, des activités que fait l'entreprise en matière environnementale, par exemple les formations que vous allez mettre en œuvre, les actions de sensibilisation que vous allez mettre en œuvre sur, l'environnement, toutes les démarches que vous allez mettre en matière de recyclage des déchets, et cetera, et cetera. C'est très, très large, le champ est très, très large. Vous pouvez reprendre les différents articles qu'on a fait, au niveau des éditions Tissot et au niveau de BDS Online sur, suite aux différents décrets et à ces nouvelles sous-rubriques. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'exemples que, j'ai eu l'occasion de proposer lorsque j'ai été l'auteur de ces articles-là. Voilà, mais le champ là n'est pas limité, hein. Vous devez parler des questions environnementales. Donc l'idée est d'aborder des sujets, discuter aussi avec les élus, sur, comment on évalue les démarches environnementales mises en place dans l'entreprise, quelles sont les différentes actions, larges. On peut tout mettre, hein, tout ce qui est, possible peut être mis. C'est intéressant d'avoir un maximum d'informations là-dessus. Et puis on a cette petite notion de démarche d'évaluation de certification. Donc là, est-ce que l'entreprise est engagée dans une démarche, d'évaluation de certification? Il y en a un certain nombre en matière d'environnement. Si oui, eh ben, il va falloir mentionner, dans la base de données et expliquer aux élus que vous êtes engagé dans une démarche, alors soit qu'elle a abouti et que vous êtes certifié, soit que vous êtes, en train, de vous lancer dans une démarche de certification, d'évaluation en matière d'environnement, et il faudra, communiquer les différentes informations, intégrer sûrement dans la base, les résultats, les comptes rendus d'audit qui ont pu être faits. Voilà, l'idée étant d'être le plus, exhaustif là-dessus, pour communiquer vis-à-vis des élus des actions que vous faites en matière d'environnement. Donc là, l'idée est vraiment de fournir des informations assez larges. Il n'y a pas de données obligatoires. Voilà, les termes sont tellement larges qu'on peut vraiment mettre à peu près ce qu'on veut, à part les notions de certification, où là on est un peu plus précis. Voilà, vous pourrez travailler assez librement sur cette, sous-rubrique, dédiée à la politique générale en matière d'environnement. Si, on passe sur cette première sous-rubrique, vous voyez, assez large, où on va pouvoir travailler et puis travailler aussi avec les élus, savoir, voilà, sur les démarches sur lesquelles on veut, insister et puis les informations qu'on va insister là-dessus. On va venir rajouter, désormais une deuxième sous-rubrique qui, elle, est, intitulée «Économie circulaire». Donc on est toujours dans notre thématique environnement, dans la base de données économique, sociale et environnementale, et on vient rajouter une deuxième sous-rubrique. Alors cette deuxième sous-rubrique, là encore, a un contenu qui diffère selon que vous soyez contraint au niveau de l'entreprise par le code du commerce à réaliser une déclaration de performance extra-financière ou non. Donc je ne vais pas revenir sur les développements que je viens de faire, au début du webinaire sur la différence entre, la réalisation ou non de la déclaration de performance extra-financière et les conditions pour la réaliser. Je vous remets les données, je vous redis attention, il y a des différences au niveau de la société, des sociétés qui sont cotées. Voilà. On ne va pas redévelopper là-dessus, on va voir vraiment la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a, à insérer dans cette, sous-rubrique si vous n'êtes pas contraint, de, réaliser une déclaration de performance extra-financière? On vous dit qu'il va falloir insérer dans cette sous-rubrique, des informations sur la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Alors là encore, pour en avoir discuté avec certaines entreprises, qu'est-ce que ça veut dire consommation d'eau et consommation d'énergie? Est-ce qu'il faut donner des chiffres, en quantité, sur les quantités de consommation d'eau et consommation d'énergie au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'il faut donner des chiffres en euros, le coût de la consommation d'eau et la consommation d'énergie? Est-ce que la consommation d'énergie, on donne un chiffre global intégrant, le gaz, l'électricité, le fioul, toutes les énergies que vous utilisez? Ou est-ce que, on va devoir distinguer par type d'énergie? On n'a pas de réponse. À mon sens, il va falloir distinguer. Il faudrait, donner les chiffres tant en volume qu'en, euros. L'idée étant que ces chiffres-là, sont, à communiquer vis-à-vis des élus pour leur permettre de suivre les efforts en matière environnementale de l'entreprise. Donc, le but là-dessus est que les élus récupèrent ces informations-là, brutes, hein, puissent les suivre dans la durée, voir les évolutions d'une année sur l'autre, les économies d'énergie qui ont pu être dégagées et les choix au niveau énergétique qui ont pu être mis en place dans l'entreprise, pareil au niveau de l'eau. Et puis interroger l'employeur sur justement, les écarts, expliquer pourquoi d'un coup, il y a des hausses de consommation d'énergie. Peut-être qu'elle s'explique simplement parce que l'activité de l'entreprise s'est développée et donc, on a agrandi les bâtiments, on a lancé des activités qui sont plus énergivores et donc on a augmenté notre consommation d'énergie. Ou peut-être que, il y a un travail à faire justement sur,
sur l'entreprise pour diminuer un certain nombre de gaspillages au niveau énergétique et au niveau de l'eau. Donc voilà les données. Donc là, c'est juste de la donnée brute qui va être déposée. On n'exige rien de vous, hein. Maintenant, hors de la donnée brute sur les consommations d'eau et consommation d'énergie, maintenant, une donnée brute en elle-même n'a pas beaucoup de sens, hein. C'est ce qu'on explique souvent quand on vous accompagne pour la réalisation de bases de données économiques et sociales. C'est intéressant toujours d'apporter aussi une explication. Donc, si vous donnez des consommations d'eau qui explosent, consommations d'énergie qui explosent, par exemple en euros, il va falloir quand même expliquer, notamment en ce moment, que les consommations d'énergie sont impactées et que le coût a augmenté simplement parce que les coûts de facturation des fournisseurs ont augmenté. Donc voilà, c'est le genre d'information complémentaire qui est intéressant à rajouter pour aider les élus à bien comprendre les évolutions sur la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Alors, les entreprises qui, elles, sont soumises à la déclaration de performance extra-financière et celles qui ne le sont pas, ont aussi une autre obligation d'information à insérer dans cette rubrique, sous-rubrique dédiée à l'économie circulaire, c'est l'évaluation de la quantité de déchets dangereux définie à l'article R 514.8 du Code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission d'un bordereau spécial. Donc là, ça va concerner qu'un certain nombre de sociétés qui ont une activité qui leur nécessite le fait d'éliminer un certain nombre de déchets considérés comme dangereux légalement par le biais du Code de l'environnement et qui sont contraints, dans le cadre de cette élimination-là, de rédiger des bordereaux pour pouvoir déposer, remettre ces déchets aux personnes et aux sociétés qui vont les traiter, les récupérer, les recycler, les éliminer, etc. Donc là, c'est une donnée assez simple, l'évaluation de la quantité. Pourquoi? Parce que dans les bordereaux que vous allez émettre, si vous êtes dans une activité qui nécessite la gestion de déchets dangereux, vous avez les quantités des différents déchets que vous allez déposer, vous débarrasser dans ces bordereaux-là. Donc il suffit de récupérer les différents bordereaux qui ont été faits sur la dernière période que vous allez traiter dans votre base de données économique et sociale, cumuler les différentes quantités et puis mentionner le résultat dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Donc là, il n'y a pas une grande difficulté. Savoir si vous traitez, manipulez des déchets dangereux et si vous réalisez des bordereaux, ça, normalement, il n'y a aucun problème dans la société. Vous savez si c'est réalisé ou non. Et si c'est réalisé, il va suffire aux personnes qui sont en charge, sûrement vous, si vous êtes là aujourd'hui, de traiter de la base de données économique, sociale et environnementale dans votre entreprise, de récupérer ces informations-là auprès des interlocuteurs que vous avez, responsable achat, responsable sécurité, responsable, je ne sais pas qui s'occupe de ça dans votre société, mais récupérer ces différents bordereaux, cumuler la quantité qui apparaît et puis mentionner cette donnée-là dans la base de données économique, sociale et environnementale. Voilà, donc ça, c'est une donnée brute. Là encore, vous pouvez expliquer, développer pourquoi elle augmente d'une année sur l'autre, etc. Mais ce qu'on exige de vous vis-à-vis de la base de données économique, sociale et environnementale et ce nouveau décret, c'est une donnée brute là-dessus, juste un chiffre sur la quantité de déchets dangereux. Pourquoi pour les boîtes qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière, on n'a pas à parler des consommations d'eau et d'énergie, mais uniquement de ces quantités de déchets dangereux liés aux bordereaux? Parce que la consommation d'eau et d'énergie est déjà à aborder pour ces sociétés-là dans la première sous-rubrique, puisqu'elle fait partie des informations environnementales obligatoires dans la déclaration de performance extra-financière. Donc, on a essayé d'éviter les redites aussi. Et donc, ça explique pourquoi au niveau des tableaux des articles R23.12.8 et R23.12.9, on a des choses un peu différentes selon l'entreprise, si elle est soumise ou non à la déclaration de performance extra-financière. Donc voilà sur cette deuxième sous-rubrique. On a, je vous remets les notions de déchets dangereux et puis le type de CERFA sur lequel figure le bordereau de déchets dangereux et sur lequel vous allez pouvoir récupérer les informations sur la quantité. Je ne vous détaille pas exactement la définition de déchets dangereux. J'éviterai de dire des bêtises là-dessus, c'est assez technique. Deux, vous avez normalement dans les entreprises ces données-là et vous savez les manipuler et retrouver l'information assez simplement. On va s'attarder maintenant sur la troisième partie, qui est la sous-rubrique dédiée au changement climatique et qui est celle qui pose pas mal de questions pour un certain nombre d'entreprises, peut-être plus que les deux autres rubriques. Cette sous-rubrique dédiée au changement climatique, là encore, a un contenu qui diffère selon les sociétés. Là, on n'est plus sur est-ce que oui ou non vous avez fait une déclaration de performance extra-financière, mais plutôt est-ce que oui ou non vous êtes contraint légalement, juridiquement, de réaliser ce qu'on appelle un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je vais y arriver. Donc un bilan GES en abréviation. Donc un bilan normal ou un bilan simplifié.
Alors, qui est contraint de faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre à aujourd'hui? Sont contraints aujourd'hui de faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre au niveau de leur entreprise, toutes les entreprises qui comptent plus de 500 salariés. Ce bilan-là, il est fait une fois et ensuite il doit être renouvelé tous les 4 ans. Les règles là-dessus datent déjà d'un certain nombre d'années. Derrière, il existe un deuxième type de bilan, qui est le bilan des émissions des gaz à effet de serre dit simplifié, le bilan GES simplifié, qui est un document obligatoire pour toutes les entreprises qui comptent entre 50 et 500 salariés et qui ont bénéficié des crédits de la mission Plan de relance mis en place avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de financement, enfin le projet de loi de finances de 2021. Donc, à renouveler là ce document tous les 3 ans. Alors attention, ce document, il est obligatoire, hein, le bilan de gaz à effet de serre simplifié. Il est prévu par un décret qui date du 24 décembre 2021. Donc, vous pouvez retrouver les différentes informations qui doivent y figurer. Et les entreprises qui ne réaliseraient pas ce bilan pourrait être amené à être sanctionné. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop sous quelle forme, mais voilà, on va conditionner normalement le bénéfice des différentes aides qui correspondent à cette mission plan de relance mis en place en 2021 et puis reproduite en 2022, à la réalisation d'un certain nombre de conditions par les entreprises et notamment cette réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre simplifié. Alors là, on est entre 50 et 500 salariés. Et qui ça concerne? Ben, en réalité, énormément d'entreprises, puisque ça concerne tous ceux qui ont été concernés de près ou de loin par ces crédits d'émission plan de relance. Hem, Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait notamment toutes les sociétés qui ont récupéré des aides parce qu'ils ont embauché des apprentis sur la période et qui ont eu une majoration de l'aide exceptionnelle sur la première année d'apprentissage. C'est ceux qui ont récupéré aussi des aides, par exemple, sur la loge des contrats pro. C'est ceux qui ont récupéré des aides parce qu'elles ont mis en place de l'activité partielle longue durée, et cetera, et cetera, et cetera. Donc il y a énormément d'entreprises qui vont être concernées. Pour savoir si vous êtes concerné ou non, la bonne pratique, c'est d'aller sur le site dédié créé par l'ADEME, bilan GES simplifié au niveau de l'ADEME. Si vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez retomber sur un site dédié. Le site dédié, vous pouvez le retrouver aussi par le biais du décret du 24 décembre 2021. Et ce site vous permet de vous auto-évaluer et puis de vérifier votre situation par rapport à ces différents crédits de mission plan de relance, voir si vous rentrez bien. Donc, vous allez retrouver la liste des différents financements accordés par l'État aux entreprises et voir si vous avez bénéficié d'un de ces financements. Si vous avez bénéficié d'un de ces financements-là, vous allez devoir faire ce bilan GES simplifié. Et le site dédié par l'ADEME vous facilite la réalisation de ce bilan-là. Donc voilà, sur une présentation un peu rapide, si, au niveau de notre base de données économique sociale, parce que je ne vais pas vous développer intégralement comment on réalise un bilan GES simplifié ou un bilan GES tout court, ça me prendrait beaucoup de temps et puis ce n'est pas mon domaine de prédilection et de compétences le plus important. Par contre, sur les conséquences sur la base de données économiques, sociales et environnementales, on va s'y attarder un peu. Qu'est-ce qui se passe si vous avez l'obligation légale de réaliser un bilan GES ou un bilan GES simplifié? Eh bien, la sous-rubrique dédiée au changement climatique, c'est simple, elle est complétée en déposant votre bilan GES ou en déposant votre bilan GES simplifié. Donc rien, là encore, à recréer au niveau des entreprises, pas de nouveau boulot, mais vous avez juste à déposer un document qui normalement existe déjà dans votre société puisqu'il est obligatoire, qui est ce bilan GES et ce bilan GES simplifié. On verra les petites précisions sur le bilan GES simplifié sur la date d'application, mais voilà, bilan GES ou bilan GES simplifié. Vu qu'ils ont une durée de conservation de 5 ou 3 ans, et ben, dès que vous allez mettre à jour ce bilan-là parce que vous arrivez à l'échéance, il va falloir insérer dans la base de données économique, sociale et environnementale la nouvelle version du bilan GES et bilan GES simplifié. Voilà les seules actions que vous devez mettre en place pour compléter cette sous-rubrique. Si jamais, par contre, vous n'êtes pas une société concernée, donc moins de 500 salariés ou 500 salariés au maximum, et que vous n'avez pas bénéficié d'aide liée au plan de relance mis en place par l'État, alors vous allez devoir insérer dans votre bilan ce qu'on appelle l'identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise, ce qu'on appelle les émissions du scope 1. Et lorsque l'entreprise dispose de cette information, l'évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc là, en réalité, vous allez devoir vous faire un petit bilan GES aussi, ultra simplifié, où vous allez devoir mesurer vos résultats en matière d'émissions de gaz à effet de serre
certaines uniquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise de vente. Et à partir de cette mesure-là, donner l'information aux élus sur quels sont les postes des émissions et quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui est réalisée dans l'entreprise. Alors, cette mission-là, elle est assez simple à réaliser en réalité. Elle paraît complexe, mais vous avez le site de l'ADEME qui vous aide justement à mesurer et à comprendre les différents types d'émissions et au niveau de votre entreprise, en fonction de votre branche d'activité, arriver à anticiper et créer un chiffre un peu virtuel, mais qui va correspondre aux grandes lignes de l'entreprise. Là, ça va être difficile, bien sûr, de mesurer à la virgule aux émissions de gaz à effet de serre, mais vous allez identifier les différents postes d'émission et à partir des postes d'émission, vous allez retrouver au niveau du site de l'ADEME des chiffres qui vous permettent de fixer une mesure à peu près juste des émissions de gaz à effet de serre au niveau de votre société. Alors, les gaz à effet de serre qu'il va falloir mesurer au niveau du scope 1, c'est la production d'électricité, réseau de chaleur, vapeur, froid, par des sources contrôlées par l'entreprise elle-même. Donc, notamment, les gaz à effet de serre, je vous les cite, hein, sauf si vous êtes expert en chimie ou en biologie, ça ne vous aidera pas trop, mais voilà les informations qui sont liées à ces émissions. Et on ne doit faire uniquement ce que s'appelle les sources fixes, donc chauffage au gaz, groupe électrogène que vous aurez, et les sources mobiles à moteur thermique. Donc les véhicules thermiques qui sont en possession de l'entreprise et utilisés pour le déplacement des salariés ou les livraisons. Donc ça limite quand même le volume d'informations à rechercher. On ne va pas regarder les émissions globales de toute la structure, de toute l'activité de l'entreprise. Ça sera uniquement les sources fixes de combustion et les véhicules thermiques appartenant à l'entreprise. Et uniquement. Donc ça limite quand même le travail que vous allez devoir mettre en œuvre là-dessus. La périodicité pour la mise à jour de l'information, c'est ça qui nous manque dans le décret. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas est-ce qu'il faut remettre à jour ces informations-là à chaque fois que vous ouvrez des consultations ou est-ce qu'on peut faire comme le bilan GES simplifié ou le bilan GES tous les 5 ou tous les 3 ans? Mon interprétation, que j'ai pu développer dans un certain nombre d'articles pour les éditions Tissot ou BDS Online, c'est que je ne vois pas en quoi on obligerait aux petites sociétés à faire plus que les grosses. Donc, une périodicité de mise à jour tous les 3 ans ou tous les 5 ans est, à mon avis, largement suffisante. Une fois que vous avez fait ce travail de mesure, voilà, revérifier tous les 3 ans ou tous les 5 ans si les données sont bonnes ou s'il faut remettre à jour un peu ces informations-là. Et pour moi, ça suffira vis-à-vis des obligations juridiques en matière de base de données économiques, sociales et environnementales. Voilà sur ces données-là. Là, on parle bien des articles R23.12.8 et R23.12.9, c'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle le contenu supplétif obligatoire de la base de données économiques, sociales et environnementales. Ces informations, tout ce que je vous ai décrit depuis le début de ce webinaire, elles doivent figurer désormais dans les bases de données économiques, sociales et environnementales de toutes les entreprises qui n'ont pas négocié sur le sujet du contenu. Par contre, si jamais vous êtes amené à négocier, ou vous avez déjà négocié sur le contenu de votre base de données économiques, sociales et environnementales, vous n'êtes contraint légalement que d'intégrer désormais une thématique environnementale. Donc, il faut qu'il y ait une thématique, une rubrique appelée environnement dans votre base de données économiques et sociales que vous avez adaptée par accord d'entreprise. Une fois que vous avez cette thématique d'environnement, derrière quelles informations vous allez intégrer, vous êtes libre par accord de définir la nature des informations que vous allez y faire figurer. Il faut juste qu'il y ait une thématique qui soit bien intégrée dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Si vous aviez déjà négocié sur le sujet, il va falloir renégocier pour y intégrer une thématique environnementale et voir quelles informations on va intégrer sur cette thématique environnementale. Alors, vous pouvez reprendre mot pour mot tout ce qui figure dans les articles R23.12.8 et R23.12.9, ou vous pouvez négocier vous-même les informations avec vos partenaires au niveau de la négociation, les délégués syndicaux ou les élus du personnel si vous n'avez pas de délégués syndicaux, sur le contenu à apporter aux élus sur la thématique environnementale. Donc là, on a un champ très large de travail sur le sujet. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce qu'il faut mettre telle information? Est-ce qu'on enlève les bilans? Est-ce qu'on rajoute des choses?
voilà, là, ça va être au niveau de l'entreprise. Attention quand même à être cohérent, notamment avec la politique RSE que vous mettez en place dans votre entreprise. Voilà. Si vous faites beaucoup de démarches en interne à l'extérieur pour vanter vos efforts en matière environnementale et qu'au niveau de la B2S, eux, vous négociez en enlevant à peu près toutes les informations environnementales, ça ne serait pas très cohérent. Donc, essayez quand même de conserver, à mon sens, une certaine cohérence vis-à-vis des élus et vis-à-vis du complément que vous allez intégrer dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Maintenant, au niveau de la négociation, comme toute négociation sur le contenu de la B2SE, vous êtes très libre, sous réserve de conserver bien une thématique environnementale. Alors, voilà ce que j'ai pu vous développer en une demi-heure. Le contenu supplétif de la B2SE donc est désormais connu. On a encore quand même un certain nombre de questions qui se posent, les unités de mesure, le contenu réel à insérer, la fréquence des mises à jour, comment concilier justement quand on a un bilan GES simplifié, un bilan GES, est-ce qu'on doit répercuter les différentes informations, etc. Certaines informations qui sont à la fois données à un endroit et puis à un autre, est-ce qu'on va les mettre à jour tous, etc. Donc là, si vous avez encore des interrogations là-dessus, n'hésitez pas à revoir nos différents articles qu'on a pu rédiger, où on a essayé justement d'identifier les différentes thématiques et les différentes problématiques là-dessus. Il reste clairement des questions qui sont posées. Maintenant, voilà, avec les informations qu'on a eues sur le décret du 26 avril, les entreprises ne peuvent pas dire qu'elles ne peuvent pas compléter. C'est pas vrai. Désormais, on peut compléter cette thématique environnementale. Maintenant, c'est clair qu'il y a encore des interrogations, qu'il va falloir faire des arbitrages. Clairement, les arbitrages, vous pouvez les faire quand vous complétez votre BDSE. Il suffit d'expliquer vis-à-vis des élus et dans votre BDSE de donner des explications, un index sur voilà, les arbitrages que vous avez pu faire pour compléter parce que vous vous interrogez là-dessus. La question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si on a bien mis en place des actions au niveau environnemental, mais qu'au niveau d'un groupe ou qu'au niveau des établissements. On nous dit, attention, si vous avez des informations qu'au niveau des groupes et des établissements, il va falloir quand même les remonter dans votre base de données. Donc, vous allez fournir les informations générales que vous avez, par exemple, en matière environnementale au niveau du groupe, mais vous allez devoir y rajouter un certain nombre d'informations complémentaires, des précisions, où là, vous allez venir adapter un certain nombre de choses par rapport à votre entreprise. Donc, si au niveau du groupe, vous parlez d'un certain nombre d'actions polluantes, par exemple, mais qui ne concernent pas du tout votre entreprise, il faudra réexpliquer que ça ne concerne pas du tout votre entreprise. Si au niveau du groupe, on parle de certaines actions mises en place au niveau environnemental et que au niveau de votre entreprise, on n'en fait pas, il faudra expliquer que vous n'êtes pas concerné là-dessus. À l'inverse, si au niveau du groupe, on parle d'un certain nombre d'actions et que vous êtes pionnier sur telle ou telle action, ben là, il faudra, dans votre base de données, réexpliquer aux élus que voilà, c'est vous qui êtes à l'œuvre là-dessus et qui avez une démarche pionnière là-dessus et vous êtes les principaux concernés par ces actions-là. Donc là encore, la loi est très large là-dessus et nous permet un certain nombre de compléments sur ce sujet-là. Voilà sur cet impact sur l'établissement ou le groupe. Pas d'énorme développement là-dessus. La question étant, pour moi, que cette nouvelle intégration dans la B2SE des données environnementales va élargir un peu le champ. La question qu'il faut se poser au niveau des RH, c'est comment on intègre ça réellement dans notre politique de dialogue social. Est-ce que désormais, on associe réellement, si ce n'était pas fait, les élus à la thématique environnementale et on les utilise pour échanger, pour développer, pour passer aussi des messages au niveau des salariés et s'associer pleinement à une politique environnementale qui aurait été décidée au niveau de l'entreprise ou au niveau des établissements, au niveau du groupe, ou est-ce qu'on se contente juste d'appliquer la loi et donc on va faire le minimum au niveau de la complétion de la B2S, en y intégrant juste les données et puis en essayant de limiter au maximum le travail là-dessus. Ça, pas de bonne réponse, ça va être une logique que vous allez devoir mettre en œuvre au niveau de votre entreprise. C'est une discussion qui va être normalement abordée avec votre direction, à savoir voilà, comment on utilise désormais cette base de données économique sociale, ses obligations en matière d'information environnementale. Est-ce qu'on s'en sert comme une contrainte et on limite ça au maximum pour réduire cette contrainte, ou est-ce qu'on considère que c'est une opportunité de retravailler sur le sujet environnemental, de développer les notions, etc. Ça permet notamment de rappeler vos obligations en matière de bilan simplifié. Donc attention, les bilans GES simplifiés selon votre effectif, vous devez le produire pour ceux qui ont bénéficié des plans de relance avant la fin de l'année 2022 ou à la fin de l'année 2023. Donc attention là-dessus. Pour l'instant, si vous aviez pas réaliser ce bilan, dans votre B2S, vous n'aurez pas à l'intégrer. Maintenant, dès qu'il sera réalisé, il faudra l'intégrer. Donc là encore, le bilan GES simplifié, on peut éventuellement travailler avec les élus pour le réaliser. Ça peut être intéressant d'associer les élus du CSE à la création de votre bilan GES simplifié pour les entreprises qui sont concernées. Et ensuite, on intégrera ce bilan dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
On finit par une petite formule. Oui, il va falloir passer au vert votre base de données économique, sociale et environnementale. On avait ce nouveau nom environnemental depuis le mois d'août. Désormais, avec notre décret du 26 avril, on a vraiment une base de données environnementale. Il reste aux entreprises de s'en emparer et de le mobiliser, sachant que la prochaine consultation suivant le 26 avril, consultation obligatoire récurrente, orientation stratégique, politique sociale, situation économique et financière, voire même des consultations ponctuelles prévues par le Code du travail, normalement, votre base de données, à l'ouverture de cette consultation, devrait intégrer les données environnementales telles que rendues obligatoires par les articles R23.12.8 et R23.12.9 du Code du travail. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va se donner un petit temps de questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à découvrir notre nouvelle newsletter proposée par BDS Online. Vous pourrez cliquer ou la retrouver sur les sites de BDS Online, des éditions Tissot, qui est dédiée justement à la BDSE et aux relations sociales et dans lequel on développe régulièrement des réflexions ou des articles sur les nouveautés relatives à la B2SE, en plus des webinaires qu'on vous propose assez régulièrement. Euh, euh, Juste comme ça, hein, n'hésitez pas à tester aussi les solutions proposées par B2SE Online, notamment les aides par rapport à l'intégration des DSN dans votre base de données automatisée, parce qu'avec ces nouveaux travaux en matière environnementale, ça vient rajouter quand même une charge de travail au niveau des services RH. Et donc, si vous pouvez vous simplifier le boulot en matière de mise à jour et d'intégration des données dans la B2S, désormais, n'hésitez pas à utiliser les outils qui sont à vos dispositions, et notamment les intégrations automatisées à partir de DSN. C'est des choses qui vous font gagner pas mal de temps, puisque vous allez compléter jusqu'à 100 indicateurs de façon automatique. Et donc, vous avez plus de temps, logiquement, ensuite, pour travailler sur les autres indicateurs. Donc, n'hésitez pas à venir prendre contact avec BDS Online pour avoir des démonstrations là-dessus. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ce webinaire. J'espère avoir développé ce sujet en fonction de vos demandes. Maintenant, je vais essayer de prendre un certain nombre de questions que vous m'avez posées sur le chat et puis on va essayer d'y apporter un peu quelques réponses. On me demande sur la déclaration de performance extra-financière, excusez-moi, si ça concerne bien les entreprises de plus de 500. Oui, la déclaration de performance extra-financière, si vous avez moins de 500, vous n'êtes pas concerné de toute façon. Donc là, il n'y a pas de question qui se pose. Peu importe votre chiffre d'affaires, peu importe votre bilan, peu importe si vous êtes coté ou non, si vous êtes à moins de 500, vous n'êtes pas concerné. Très bonne question. On me demande, est-ce qu'il faut renseigner les 2 années précédentes sur nos données environnementales? Donc, c'est une excellente question et on n'a pas la réponse. Voilà. Pour être clair, le décret ne traite pas du sujet. Alors, si on reprend l'historique des différents textes qui sont venus amender le sujet de la base de données unique, qui est devenue la base de données économique, sociale, et qui est devenue la base de données économique, sociale et environnementale, à chaque fois qu'on nous a changé les choses, on nous a toujours dit qu'il fallait compléter les données avec les données de l'année en cours, et puis qu'ensuite, progressivement, on conserverait les données sur l'antériorité des 2 ans, voire on donnerait des données prospectives sur les 3 années suivantes dans le cadre des orientations stratégiques. Donc là, pour moi, en matière de données environnementales, la logique, et je ne vois pas comment on pourrait vous embêter là-dessus, c'est de donner les données sur l'année en cours. Donc, si vous ouvrez une consultation en 2022, vous allez compléter votre base de données économiques, sociales et environnementales et vous allez y mettre les données 2022 uniquement. Pas besoin de retracer 2021 et 2020. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire, hein, il n'y a aucun problème, aucun obstacle. Mais pour moi, on ne peut pas considérer que c'est une obligation légale. Et derrière, par contre, si vous êtes dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, il va falloir fournir des données provisionnelles sur 3 ans, puisque dans le cadre des orientations stratégiques, on considère qu'il faut mettre à jour les informations figurant désormais dans cette thématique environnementale. Donc, sur vos perspectives d'amélioration, par exemple, de consommation d'eau et d'énergie, il va falloir mettre en place des perspectives sur 3 ans. Et sur les actions, la politique générale, il va falloir aussi que vous disiez voilà, quels sont les efforts que vous allez mettre en matière de politique générale, par exemple, l'axe-formation qui me tient à cœur là-dessus. Voilà, si vous avez anticipé dans vos programmes pluriannuels de formation de travailler sur le sujet de l'environnement de près ou de large, on peut l'intégrer déjà dans ces perspectives sur 3 ans. Donc voilà sur cette notion de périodicité. Voilà. Il n'y a pas de texte dans le Code du travail là-dessus. Le décret du 26 avril ne le traite pas, mais à mon sens, c'est ça.
On me demande si, l'entreprise, a, mis en place des actions internes, notamment on me parle d'une application, dédiée au green, hein, on passe au vert aussi, international même. Est-ce qu'elle a l'obligation, de, traiter la B2SE? Oui, vous savez que peu importe les actions que vous mettez en place dans l'entreprise, directes vis-à-vis des salariés, vous êtes contraint de communiquer auprès des élus en utilisant cette base de données économique, sociale et environnementale, celle qui est prévue, le cadre qui est prévu par la loi, ou une base de données que vous allez adapter par accord. Base de données papier, si vous avez moins de 300, ou dématérialisée, peu importe la taille de votre entreprise. Attention, vous ne pouvez pas, même si on le demande, même si c'est quelque chose qui revient souvent, même si vous faites des journaux d'entreprise avec les chiffres sur les effectifs, vous ne pouvez pas dire j'ai communiqué aux élus parce que j'ai envoyé un journal d'entreprise. Non, il faut que les données des effectifs, elles figurent dans la base de données économique, sociale et environnementale et mises à jour à chaque fois, des différentes consultations concernées. La matière environnementale, le sujet environnemental, désormais, il a à traiter comme les données financières, comme les données sociales, c'est-à-dire que vous allez intégrer les choses que vous faites au niveau de votre base de données économique, sociale et environnementale. Si vous avez déjà une application, que vous avez déjà beaucoup travaillé sur le sujet de l'environnement, ben, tant mieux. C'est-à-dire que dans votre base, il suffira de reproduire ce que vous avez fait et de dire, ben voilà, quelles sont nos actions. Ben, nos actions, c'est qu'on a créé une application, on a mis en place des choses, etc., etc., etc. Donc c'est une très bonne démarche si vous avez déjà travaillé sur le sujet. Par contre, le fait d'avoir déjà travaillé sur le sujet ne vous exonère pas de venir remplir la base de données économique, sociale et environnementale. On me demande qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai pas de déchets dangereux, est-ce que je dois remplir la rubrique les informations sur les déchets dangereux? Eh bien non, vous n'avez pas à remplir, quoique, comme certains le font remarquer aussi, il va falloir mettre que vous n'avez pas de déchets dangereux. Voilà. Attention avec la base de données économique et sociale et environnementale, quand on fait des audits régulièrement pour vérifier, et quand vos élus demandent aussi à des experts de faire des audits derrière, on va vérifier notamment le taux de remplissage de votre base. Et quand vous ne faites rien figurer, on considère que vous ne l'avez pas rempli, vous n'avez pas fourni la donnée. Donc il faut fournir une donnée. La donnée, ça peut être zéro, ça peut être je n'en ai pas, ça peut être ne pas être concerné. Mais il faut que dans votre base, ça apparaisse bien que vous avez fourni une information. Donc il faut fournir une information sur les déchets dangereux. Elle peut être j'en ai pas, j'ai pas de bordereau, je réalise pas de bordereau, donc je n'ai pas. Donc quantité de évaluation de la quantité, ben zéro. Mais il faut bien que dans votre base de données économique, sociale et environnementale, on visualise le fait que vous avez traité le sujet du déchet dangereux et que vous avez fait cette recherche et que la recherche a abouti que, ben voilà, j'en ai pas. On ne va pas vous demander de créer des déchets dangereux, justement. L'idée, c'est pas ça. Mais il faut fournir l'information sur le sujet. Voilà. On me demande, je suis une entreprise de 120 collaborateurs et je n'ai pas bénéficié du plan de relance, je n'ai pas l'obligation de réaliser un bilan GES. Tout à fait, vous n'avez pas à réaliser un bilan GES tout court puisque vous êtes en dessous du seuil d'effectif et pas de bilan GES simplifié si vous avez bénéficié d'aucun financement du plan de relance. Attention toutefois, le financement du plan de relance, c'est très très large le champ des financements couverts. Et donc, même si à première vue, vous avez l'impression que vous n'avez pas été aidé par l'État, attention à vérifier que vous ne rentrez pas quand même dans une des cases. Je vous invite notamment à voir un document qui s'appelle la fiche des mesures qui a été édité par France Relance, qui date du 3 septembre 2020. Vous y retrouvez dans ce document-là, qui est visualisable aussi sur le site de l'ADEME, bilan GES simplifié, vous pouvez le retrouver aussi, la liste des différentes mesures et des différents financements qui existent pour vérifier de votre côté si vous êtes dedans ou non. On me parle du bilan carbone. Alors, le bilan carbone, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Le nom en lui-même ne veut plus dire grand-chose vis-à-vis de notre thématique environnementale. Hein. On a bien vu que je n'ai cité à aucun moment le nom de bilan carbone. Donc, il va falloir regarder la nature exacte des documents que vous produisiez, que vous réalisiez, et voir si ces documents-là rentrent dans le cadre du bilan GES, rentrent sinon dans les différents cas d'informations que vous pourrez fournir dans le cadre de la BDSE. De toute façon, si vous réalisez déjà des mesures au niveau du bilan carbone, c'est des choses qui sont bien et que vous allez pouvoir reproduire, notamment dans la politique environnementale de l'entreprise, en disant que voilà, vous faites des démarches, vous vous êtes auto-évalué là-dessus et vous avez des chiffres à communiquer et du suivi là-dessus. On reste bien dans la tête que les informations que vous communiquez, brutes, n'ont aucun sens pour les élus, n'intéressent pas forcément les élus. L'intérêt, c'est bien le suivi dans le temps des démarches et voir comment, au niveau de l'entreprise, on intègre cette thématique environnementale et comment on s'améliore. C'est sur ça que va travailler les élus, c'est sur ça, éventuellement, que pourront vous embêter les experts
si les élus demandent une expertise sur les démarches environnementales entreprises par les différentes sociétés dans lesquelles ils sont amenés à intervenir. La date butoir pour la mise en œuvre de cette B2SE nouvelle version, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est la première consultation qui s'ouvre derrière le 26 avril. Donc vous avez le décret du 26 avril, publié, je vérifie, c'est le 27. Donc à partir du 28 avril, ça a rendu obligatoire dans le Code du travail. Donc toutes les consultations que vous ouvrez à compter du 28 avril, normalement, vous devez mettre à jour à l'ouverture de cette consultation obligatoire récurrente ou des consultations ponctuelles prévues par le Code du travail, les informations relatives à l'environnement. Voilà la date butoir, on ne peut pas décaler. Alors, il y a la notion de bilan GES simplifié, ou si vous ne l'avez pas encore, vous êtes en train de le mettre en place, mais on va attendre qu'il soit mis en place pour l'intégrer dans la B2S. Mais par contre, les autres informations, de toute façon, ils seront intégrés dans votre nouvelle base de données économiques, sociales et environnementales. On est à la fin du temps qui m'était imparti. Je vois qu'il reste encore beaucoup de questions, donc on regardera ça et puis n'hésitez pas à suivre. On va essayer de voir si on peut rédiger des articles, notamment par le biais de la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour retrouver peut-être des réponses aux questions que vous avez pu poser et que je n'ai pas eu l'occasion de traiter par le biais de ce webinaire. Je vous remercie tous de votre présence. Et puis, les différents documents, je crois que ça vous a été dit par le biais du chat, vous seront adressés et par mail à partir de demain. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit et puis au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire pour les éditions Tissot et les BDES online. À très bientôt. Au revoir.